Bonjour à tous, c'est Nikita du Média Aloha News. Bienvenue dans Le Monde à Amani. Je suis toujours accompagné de Ness et de Jean. Et aujourd'hui, on va parler du rap belge. Est-ce que le hype belge est terminé? Est-elle morte? Je suis tout oui à entendre mes deux intervenants. Alors les gars, Jean, je te laisse commencer peut-être? Ouais. Moi je pense pas que ce soit forcément la fin de la hype. Je pense qu'il y a eu une hype et ça n'importe qui pourra le dire. Il y a énormément d'artistes qui ont émergé, d'artistes belges, beaucoup bruxellois mais belges de manière générale qui ont émergé ces dernières années. Je pense que ça peut aussi lancer un mouvement. Je pense que à partir de maintenant peut-être que les rappeurs belges, il y aura entre guillemets plus de recruteurs de rappeurs belges et qu'il y en a beaucoup qui vont peut-être se lancer. Je pense que ça peut vraiment être le début d'un truc et c'est vraiment ce que j'espère. Ouais. Je suis un peu moins... En fait, moi, je pense surtout que ce qui se passe, c'est qu'il y a un vrai risque de fin. Moi, si on me demande mon avis pour les 5 prochaines années, je crois qu'il va y avoir une chute. D'une part, parce que le level était bien trop élevé. La fournée qu'on a eue, la génération 2015, elle est incroyable. Et je pense qu'au contraire de ce que tu dis, en fait, la pression que ça amène sur les générations suivantes et les aspirations que ça demande sont beaucoup plus compliquées. Et je pense que ça risque fort de venir un peu freiner ou en tout cas d'introduire des nouvelles frictions dans l'écosystème. Je pense qu'il y a... Je dirais que moi, il y a 3 angles que je trouve intéressants là-dedans. D'une part, c'est qui la nouvelle génération qui est censée venir remplacer les anciens, même s'ils ne sont pas si vieux que ça, mais on veut voir c'est qui les nouvelles personnes qui arrivent. Donc ça, on peut en parler. Moi, il y a quelques gars pour lesquels je suis prêt à mettre un billet. Ensuite, il y a l'évolution de l'écosystème autour du rap, qui est important. Et puis, le dernier point que je voudrais développer, c'est l'influence de Paris, le rôle de la France dans la Belgique et l'interaction qui existe entre les deux. Je pense que l'éventualité que tu donnes est possible, mais je pense qu'il y a aussi toute une histoire de... Ça donne des exemples finalement de rappeurs belges, bruxellois et autres qui ont réussi. Et je pense que ça a une importance qui peut être capitale pour permettre à d'autres rappeurs de se lancer et de se dire en fait c'est possible, quoi. Et je pense que c'est des success stories finalement, mais ça peut en appeler d'autres. Et je pense que c'est important. Ouais. En gros, je vais être très concret. Pour moi, ce qui peut arriver, c'est ce qui est arrivé en France en 1998. 1998 pour les Français, avec la Coupe du Monde et la génération 87. Pour moi, c'est ça le risque de la Belgique, c'est-à-dire qu'on a une génération dorée, on a Zidane, etc., qui sont là, et après, il va y avoir de la pression sur les suivants, et je ne sais pas s'ils ont les épaules pour, comme Nasri, Ben Arfa, etc., avaient plein de potentiel, et on a dû attendre, si tu veux, la deuxième génération, on a dû attendre 2018 pour que la France rayonne niveau foot, et une prédiction, c'est que c'est ce qui va se passer, et j'aimerais pas que ça se passe, mais c'est ce qui va se passer dans le rap, comme dans l'équipe nationale de Belgique, une fois que Compagnie prendra sa retraite. Je suis d'accord qu'il y a eu un creux, mais cette histoire de 87, c'est peut-être une histoire parmi d'autres, mais il y a toujours, toutes les équipes ont ça. Oui, mais ce dont je parle moi, c'est le fait que les ancêtres, l'image des ancêtres était tellement forte que ça a coupé les marges de progression des nouveaux. Et je me dis que si on a un nouveau rappeur qui kick maintenant, qui débarque, et tout le monde fait « c'est un peu du Damso ce que tu fais », ben ça va le casser dans son truc. Et c'est de ça que je parle. C'est la mentale des nouvelles générations et leur capacité à pouvoir step up. Après, ce à quoi toi tu fais référence et que je peux reprendre, c'est tu dis la bonne histoire, ce serait que ça devienne une école. Voilà. La mauvaise histoire, c'est qu'on est France 98. Et moi, je pense que je vais revenir aussi concernant cette nouvelle école. Mais donc, si on récapitule un petit peu, en 2015, il y a Hamza qui sort son projet H24, et puis Booba qui remarque Damso et qui a été quelque part une petite porte vers la lumière de l'intelligentsia parisienne où les médias ont construit ce truc de le rap belge, etc. Je dis pas que c'est bien ou pas bien, ça a ouvert pas mal de portes. Et moi, c'était un petit peu où il y avait des artistes qui vivaient en Belgique qui étaient déjà là, présents. Et là, c'est comme si c'était un lieu qu'on connaît pas sur TripAdvisor. Et les médias nous disent, voilà,
5 étoiles sur le rap belge. Et donc il y a eu, je me souviens, Damso avait dénoncé ce truc-là en disant oui, mais le rap belge, ça veut rien dire. C'est comme si on nous a mis dans une équipe de basket, on a construit ça comme étant une nouvelle école. Moi, je pense que le rap belge, c'est pas vraiment une nouvelle école, au sens où les artistes belges sont très très différents les uns des autres. Si on choisit Hamza, Damso, Caballero et Jean Jass, Aiko, Romeo Elvis, etc. Et c'est ça qui a fait quelque part la particularité, triste ou non, du rap belge, c'est aujourd'hui, si vous êtes des Belges, soyez originaux. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc après, quelque part, cette médiatisation du rap belge, parce que moi j'ai vraiment eu le sentiment qu'il y a vraiment une hype autour de ça, que ce soit dans les médias ou partout, et que donc, ça a permis de mettre la lumière sur différents artistes, et que par la suite, il y a finalement quelque part eu une banalisation du rap belge. C'est plus aussi étonnant. On a essayé de faire ça avec le rap suisse, mais ça n'avait pas eu le même impact. Ça, je veux revenir là-dessus, parce que pour moi, là, il y a un... Enfin, je vais te laisser terminer, mais je crois que tu mets le point sur quelque chose de très important. Ouais. Et puis, finalement, aujourd'hui, moi, comment je le vois, c'est je me dis, l'industrie belge, que ce soit au niveau des managers, etc., elle s'est beaucoup professionnalisée en se disant, voilà, il y a une possibilité pour les artistes de percer. Et respect aussi aux anciens avant cette nouvelle vague, parce qu'ils ont fait la culture du rap belge, mais quelque part, ils ont été les premiers soldats en première ligne qu'on sacrifie, entre guillemets, et dans le rap, c'est un peu l'histoire... Et je pense, je vais rebondir là-dessus, et pour répondre aussi à ce que Ness a dit, il est possible effectivement qu'après cette hype, il y ait un petit creux. Mais l'important, c'est... Je pense qu'on peut en tout cas s'attacher sur l'importance sur le long terme, finalement, qu'est-ce que ça va avoir comme influence. Et je pense que si on revient à cet exemple de foot 98, mais je pense que ça a eu une influence qui est encore visible aujourd'hui, parce que ça a créé une espérance, etc. De la formation, c'est évidemment pas la même chose, le foot et le rap, mais je pense que quand Nikita parle des infrastructures qui sont hyper fort développées, etc., je crois que ça, c'est des éléments qui sont nécessaires, en tout cas, pour espérer une future, enfin que la hype continue en tout cas sur le très long terme. Maintenant, il est clair qu'on a une sorte de génération super dorée et que ce serait très particulier que ça reste à ce niveau-là dans les quelques années qui vont suivre cette hype qui n'est pas encore finie. Je crois que c'est un élément important aussi. Damso, il est de 92 ou 92. Je veux dire, on a tous les personnes qui ont percé dans le rap belge, elles vont encore tenir a priori 5-10 ans. Et je pense que pour finir peut-être là-dessus, c'est que ce que j'ai remarqué de mon point de vue, c'est qu'à partir de 2015, à partir de cette team belge qui a percé d'un coup, il n'y a plus trop d'artistes belges qui ont une certaine renommée. Voilà, aujourd'hui on voit Aiko qui monte tout doucement, mais encore une fois, comme je l'ai dit, il y a ce gage de l'originalité. Si tu es belge, tu dois être original. Et Aiko a apporté une nouvelle manière de voir le rap, avec de nouvelles sonorités, avec une nouvelle histoire qui lui est particulière, etc. Et que ce que j'en retiens, c'est que journalistiquement, en 2015, ça a été la poule aux œufs d'or qui a... C'est intéressant de catégoriser en disant rap belge, c'est comme, je sais pas moi, des mecs sur TF1 disent oui, la banlieue, c'est les jeunes, tout ça. Créer un espèce de stéréotype, mais qui a profité à l'industrie belge et aux artistes qui ont pu percer, et que par la suite, vu que ça s'est banalisé, journalistiquement c'était moins intéressant, donc on a essayé de se tourner peut-être vers le rap suisse. Il y a aussi la vague du rap marocain, où on a commencé à parler de tous ces artistes-là, et qui ont peut-être permis aussi d'avoir un certain développement, et c'est super intéressant, mais qu'aujourd'hui, il y a eu la professionnalisation de l'industrie, où il y a beaucoup de managers, tous les artistes maintenant ils ont des managers en Belgique, alors qu'avant c'était pas le cas, mais que finalement j'ai l'impression que la porte n'est pas fermée, mais qu'elle est moins ouverte qu'avant, et que finalement, il y a plein de choses à dire là-dessus. En fait. Pour répondre à ces deux éléments, et peut-être pour vraiment mettre des mots dessus, moi j'ai une anecdote qui me fait encore halluciner maintenant. Je pense que c'était hiver 2015. Fin de l'hiver 2015, il y avait Damso qui passait au Bloody, et on avait été... genre comme ça, tu vois, Damso c'était batterie faible, c'est genre en mode ah ouais cool, un gars qu'on kiffe qui passe au Bloody, mais rien de spécial. Soirée de dingue, et je me rappelle que donc déjà Damso il débarque à 3h du matin, c'est pas grave, mais son entrée sur scène c'était Kaba et Romeo Elvis avec Bruxelles arrive, et puis sa sortie c'était Hamza qui faisait la sauce, et pendant le truc à un moment donné tu te retrouves sur scène, il y avait Caballero, Jean Jass, Romeo Elvis, Chrissy, Damso, Stromae, Hamza. Quand tu regardes ça maintenant, tu te dis mais
C'est plus fort que l'équipe de 1998, tu vois. C'est exagéré. Et donc ça, pour moi, ça, c'est du talent pur. C'était du vrai talent pur. C'est au-delà de la marketing et tout ça, c'était du vrai talent. Et ils se sont tous développés et ils ont tous parcouru leur truc. Et je pense pas qu'on aura cette synergie aussi forte dans les prochaines années. Donc ça, c'est pour mettre pour mettre une image sur ce que je crois vraiment être fort dans la hype. Maintenant, ça ne veut pas dire, et je suis d'accord, il y a des petits jeunes pour lesquels j'ai plein d'espoir. Comme je l'avais déjà dit dans l'épisode précédent, je crois qu'Aiko a full de talent. Il a pour moi encore beaucoup de marge et il doit vraiment se définir, mais il a tout ce qu'il lui faut pour brasser. Et si on regarde vraiment d'un point de vue ouverture, etc. Moi, personnellement, mon billet, il tombe sur Green Montana. Green Montana, c'est lui qui doit faire... Si Green Montana foire, Green Montana, c'est Ben Arfa. Green Montana, c'est Nasri, tu vois. C'est en tout cas au début, tu vois. Je lui souhaite de devenir Benzema, quoi, tu vois. Green Montana, il a tout ce qu'il faut pour devenir la plus grosse star du rap français dans les prochaines années. Mais c'est du potentiel, quoi, tu vois. C'est pas du réalisé, c'est du potentiel. Et on attend toujours le premier album. Donc, juste pour finir ma petite liste, Aiko, Green Montana, je crois que c'est les deux figures de proue qui arrivent dans le rap belge. Je suis très fort sur eux. Je crois qu'il y a Gecko aussi qui est très chaud. Il y a des gars, par exemple, Lord Gasmic, ça fait plus ou moins 5-6 ans qu'on le pousse, tu vois. Ouais. Et il n'a pas encore, abouti. Et pourtant, donc, il est soutenu, quoi. Il est soutenu. Et on le met en avant et tout. Et donc, c'est ça qui m'inquiète un peu, je ne sais pas si passer le goût des Parisiens et disons des grosses plateformes médiatiques sur la dimension hype et vraiment sur le talent pur, est-ce que ça va suivre? Je crois que Green Montana, au final, s'il est avec 9 de I, ça devrait aller. Mais il y a aussi des gros flops chez 9 de I. Donc, je suis pas aussi confiant sur l'établissement de l'école. Voilà, mais je pense que ce qui peut être intéressant justement comme exercice pour voir à quel point on est confiant ou pas, c'est remontons en arrière au début du rap belge. Enfin, en tout cas, moi, moi, celui qui m'a mis dans le rap belge, c'est James Ino à l'époque. James Ino, j'écoutais à fond et je trouve vraiment qu'il était très talentueux. Et je pense que contrairement à d'autres, par exemple comme Convoque, que je trouve très fort aussi et qui est aussi de l'ancienne école du rap belge, Convoque, on sentait, je suis pas sûr qu'il voulait réussir, genre faire des millions ou quoi, et il a pas réussi il a pas eu une énorme fanbase, un énorme succès pour plein de raisons. Mais par exemple, James Ino, je pense qu'aujourd'hui, dans l'environnement dans lequel est le rap belge aujourd'hui, il aurait réussi et il aurait fait plein de vues. Je le pense sincèrement parce qu'il se serait fait pousser d'une toute autre manière, etc. Maintenant, il est trop vieux, il est dans le stand-up, etc. Mais je pense vraiment que des artistes comme ça qui sont très talentueux et qui ont envie de réussir, eh ben, dans l'environnement dans lequel on est aujourd'hui, ils l'auraient fait. Mais moi, je pense que James Dino, c'est peut-être un mauvais exemple dans le sens où il y avait Les Blancs ne savent pas danser, mais son album ne reflétait pas du tout ce titre-là qui a pété, tu vois. C'était du boom bap, ça n'avait rien à voir, tu vois. Et je pense qu'il y a eu un décalage quand les gens allaient découvrir son œuvre, que c'était pas le même délire que Les Blancs ne savent pas danser. Ok, mais à côté de ça, il y a eu Freestyle de Boucher, je pense, qui est son dernier album, si je me trompe pas. Et je suis même pas sûr que c'était un album, c'était peut-être juste une compile de différents freestyles qui sortaient sur YouTube, etc. Et ces freestyles, personnellement, je trouve que c'était une tuerie, tu vois. Et je pense que s'il l'avait sorti maintenant et qu'on disait putain, il y a un petit jeune qui s'appelle James Ino et qui sort des freestyles toutes les semaines sur YouTube, il aurait fait des centaines de milliers de vues, je le pense vraiment. D'ailleurs, je pense qu'il les a fait, donc il aurait fait encore beaucoup plus. Et donc je pense qu'il y a une vraie influence de l'environnement et d'un environnement qui suit une grosse réussite musicale dans un pays donné sur les possibilités qu'ont les rappeurs futurs. Et puis moi je le vois, ce game un peu, je le vois un peu comme le phénomène des bitcoins, tu vois, où les premiers amassent le bail, quand tout le monde comprend le potentiel, etc. Et là je fais le parallèle avec les infrastructures, etc. Et parfois le vent tourne, tu vois, on a passé la vague et que les derniers qui vont arriver vont perdre l'oseille, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et moi le rap belge je le vois un petit peu comme ça encore, parce que tu vois, on a passé cet étonnement de la nouveauté, parce que en fait je pense que c'est vraiment le public français qui donne la lumière au rap belge. Moi je crois que c'est parce qu'on est trop nombreux, on est trop peu. Je pense pas que alors pour vraiment détailler là, moi je crois qu'il y a il y a peut-être une partie du public, mais il y a des acteurs français
qui ont participé clairement à ça. Donc il y a Booba, Damso, ok. Moi, il y en a un à qui je veux donner beaucoup de force, c'est DJ Lo, qui a très tôt donné sa force à Caballero, quand il a mis Caballero et L'Homme Pâle ensemble. Et on oublie trop souvent que ce type a été critique là-dedans, lui et Alpha One aussi. Il y a cette force-là, et il y a la force de Mehdi Maizi pour Hamza. Ouais. Donc c'est clairement Paris qui décide à un moment donné de donner la lumière à Bruxelles. Et donc la question c'est, est-ce que ça se joue à ces personnalités-là, tu vois ? Est-ce que ça s'est joué à ces personnalités-là qui à un moment donné ont décidé de mettre la lumière sur ces trucs-là, ou est-ce que maintenant tout le monde peut venir prendre la lumière, ce qui est un peu l'argument que toi tu proposes ? Non, mais attention, je crois que votre argument est bon aussi. J'essaie juste d'équilibrer le fait en disant que je pense qu'il y a tout un truc qui peut se mettre en place de manière à être plus réceptif à d'éventuels futurs talents et autres. Je pense qu'on peut faire le parallèle, peut-être, je ne connais pas super bien ce qui se passe là-bas, mais par exemple, Drake qui sort de Toronto, où finalement c'est certainement une ville où on fait moins de rap, etc., et qui finalement a eu un énorme succès en passant par les États-Unis. Moi, je pense qu'il faut un second Messi dans le rap belge pour relancer la machine. Green Montana. Tu vois. Je pense que c'est inévitable parce que déjà, moi, je trouve que en France, je trouve que c'est beaucoup plus facile de percer. Par exemple, si vous regardez bien, dans le rap belge aujourd'hui, il n'y a pas un rappeur stéréotypé, entre guillemets, l'archétype du mec de quartier. Il n'y a pas ce profil-là qui a pété. Isha, c'est un peu le tonton, quoi, quelque part. C'est pas le RK, c'est pas le MAS, c'est pas le Cobaladé où ils sont dans la fraîcheur de la jeunesse et qui parlent un peu des thématiques qui sont parfois très similaires. Et que le phénomène social des quartiers, où en France, si tu viens d'une telle cité, d'un tel quartier, du 91 par exemple, ta ville va te porter et va te donner la lumière que tout le reste de la France ne donnera pas au début, mais c'est ta ville qui va le porter. J'ai discuté dernièrement avec un artiste de Lyon, des Manguettes, qui s'appelle l'Allemand. Lui, il m'a dit, d'abord c'est ma cité, puis c'est toutes les cités alentours, puis Lyon, et puis ça a tourné comme ça. Et en Belgique, je trouve que vu qu'il n'y a pas ce phénomène déjà des quartiers, ça va être très difficile pour un artiste, l'archétype du mec street, de péter. Je pense que déjà, si tu es dans cette voie-là, pour moi, c'est mort, dans le sens où... Et aussi, le public qui écoute, qui demande ce genre de choses, pourquoi il irait écouter un mec de quartier de BX, alors qu'il a un mec du 9-1, s'il est du 9-1, qui le représente plus qu'un mec de BX. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, de ce fait, il est nécessaire pour un artiste belge, que ce soit triste ou non, d'avoir une certaine particularité pour plaire à un public. Mais c'est vrai que quand je faisais cette liste, je pensais aux nouveaux candidats. Donc, quand je parlais d'Aiko, Green Montana, Gecko, il y a Dave aussi, Lord Gasmic. C'est clairement pas des gens qui arrivent avec un discours social, tu vois, anti-système ou quoi que ce soit. Ils sont pas du tout dans ces bails-là. Il y a Aiko qui est plus dans la dimension rigolote, un peu de la vie légère. Green Montana et Gecko, c'est beaucoup plus introspectif, dans des bails plus centrés sur le deal ou la souffrance de l'individu. Mais disons, rap de quartier, c'est vrai que dans les nouvelles générations, moi, j'en ai pas vu beaucoup, effectivement. Dans le rap belge, en fait, il y a DAV, tu vois, mais il n'a pas encore passé le cap. Tu vois, il n'a pas encore passé le cap, je trouve. Il n'a pas encore trouvé son public. Mais je trouve que pour un artiste comme ça, c'est très difficile de trouver un public parce que ton discours ressemble beaucoup au discours d'un mec. Tu dis que la compétition à ce niveau-là est trop de mon point de vue, ouais. élevée. Peu importe le talent qu'il a pu faire, il a quand même fait des feats avec Romeo Elvis, 2 feats avec Romeo Elvis, un feat avec Damso. Et pour l'instant, et je lui souhaite de réussir, mais pour l'instant, son succès n'est pas encore venu. Mais je trouve que limite, il y a un côté sain à ça, du fait que si jamais il y a des rappeurs français qui traitent de thématiques qui sont peut-être beaucoup plus propres à ce qui se passe en France que ce qui se passe en Belgique, mais je trouve que c'est relativement simple, parce que ça veut dire d'une certaine manière, on ne s'invente pas une histoire, et on ne va pas commencer à dire nous on est dans des banlieues kilométriques, etc., comme ça peut se passer en France, alors que ça se passe beaucoup moins à Bruxelles. Et je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des quartiers à Bruxelles, très loin de là, mais c'est vraiment un contexte sociologique et urbain qui est différent de ce qui se passe Non, mais ça veut dire que si ça c'est une grosse demande de la part du public, l'offre belge n'y répond pas, quoi.
Ouais. Je dirais juste une chose que j'ai oublié et qui contredit un peu ce que je disais avant et qui est peut-être l'exception là-dedans, mais qui a encore un peu de chemin à faire, c'est Kobo. Je trouve que Kobo, il a un discours très social. Je m'attendais à ce qu'il pète plus avec son dernier album. Mais donc lui, il a une histoire personnelle, il a quelque chose. Mais lui, j'aurais cru qu'il allait péter déjà avec l'album précédent. Pourtant, il arrive un petit peu plus tard et toute, on va dire, la presse spécialisée l'a validé. Tu vois, Ouais, c'est étrange ce truc. Mehdi Maizi, pour lui, c'est un des meilleurs albums de cette année. Nous aussi, c'était marquant. Et il n'a pas passé. Après, je pense qu'il y a aussi cette histoire de masque et les gens avaient besoin de s'identifier, donc il le retire aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a toujours cette notion de particularité. Tu vois, on cherche la particularité. Et peut-être même que c'est pour ça que Caballero et Jean Jass ont pris un virage très. Qui leur est propre aujourd'hui, où c'est une thématique plutôt rigolote avec la drogue, etc. Alors que si on regarde leur parcours d'avant, Tout à fait. c'était complètement différent. Et moi, il y a peut-être une remarque que je trouverais intéressante, c'est de se dire, Green Montana, maintenant, il est chez 9de-i, Damso, il a pété avec Booba. Finalement, est-ce qu'on peut considérer que c'est... Évidemment que c'est du rap belge, c'est des Belges, etc. Mais un peu de la même manière qu'en Eden Hazard, pour revenir au foot, qui a fait toute sa formation en France pour devenir le capitaine de l'équipe nationale, etc. Est-ce qu'on peut dire que c'est une formation belge de la même manière qu'ici? Est-ce qu'on peut dire que c'est le rap belge qui a explosé, ou est-ce que c'est le rap français qui a mis en lumière un rappeur belge? Et je trouve que c'est quand même une différence qui est... je trouve que c'est une nuance qui doit être faite, quoi. Et des Kaba Jean Jass, par exemple, ils ont percé à travers le rap belge, et plus ou moins uniquement à travers ça, même s'ils ont fait des feats, évidemment, mais ça, c'est normal. Mais est-ce que finalement, le rap belge a un environnement qui est propice au fait d'exploser complètement? Je sais pas, moi je pense que l'étiquette du rap belge a été positive, comme on l'a dit au début, mais qu'après elle a été assez contraignante, parce que ça devient quelque chose de spécifique. Tu vois, par exemple, si on parle de Jul, on dit pas... Oui, on dit il y a une sonorité marseillaise, etc. Sur certains aspects, mais il a complètement dépassé ce truc de... C'est un rappeur marseillais qui en fait une particularité. Mais est-ce que tu trouves que on associe la nationalité d'office au rappeur? Est-ce que moi je pense. Moi je vais être honnête avec vous. Green Montana, j'avais d'abord écouté quelques morceaux avant d'apprendre qu'il était belge. Damso, oui, je suis d'accord. Oui, Damso, il parle de Bruxelles, etc. Mais je suis persuadé qu'il y a des gens qui écoutent Damso sans se dire c'est un rappeur belge. Bien sûr, je pense que ça, on l'a dépassé. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu vas découvrir un artiste, généralement, il y a quand même une niche qui va aller fouiner sur Internet, sur YouTube. Et la posture, l'étiquette du rap belge, on s'en fout. Mais comme on a traité si tu lis les articles même des nouveaux rappeurs qui arrivent aujourd'hui par une presse française, on va toujours axer sur ce truc du rap belge qui va forcément créer la particularité du rap belge. Et même dans les questions qu'on me posait à l'époque, tu vois, c'était... il y avait ce truc de rap belge qui revenait souvent dans les interviews, que ce soit chez Kaba, chez Gigi. Mais est-ce que c'est propre à la Belgique, ou est-ce que c'est propre au rap, de la même manière que quand on parle d'un rappeur qui vient de la région parisienne, on dit le rappeur parisien, ou le rappeur marseillais, et on dit le rappeur belge, et effectivement... J'ai pas le sentiment, en tout cas, qu'on demande particulièrement d'être original lorsqu'on parle de rap belge, plutôt que quand on parle de rap parisien, de rap marseillais, je sais pas, moi je pense qu'il y a un espèce d'exotisme de dire rap belge, un exotisme qui était intéressant, comme je l'ai dit, du point de vue journalistique, tu vois, et qu'aujourd'hui, je pense qu'on l'a gardé, c'est pour ça qu'il y a certains freins de découverte de certains artistes, etc. Et puis, quand je regarde le filtre des rappeurs pour percer en Belgique, en fait, il y a le filtre de si je suis pas de BX, ça va être galère. Je dois d'abord être validé par une certaine métropole qui est Bruxelles, et puis m'exporter pour être validé par la métropole qui est Paris. La métropole, quand je dis métropole, c'est plutôt culturel, quoi. Après, je voudrais revenir sur la dimension de génération en génération, parce que ici, la vraie question, c'est, on a eu un talent, pour reprendre l'image de 2015, on a eu un pool de talents vraiment incroyable. Est-ce que ce pool de talents, en fait,
n'importe qui serait arrivé à chaque année et il y aurait eu les Booba et les Mehdi Maizi qui auraient décidé de mettre la lumière, est-ce qu'on les aurait trouvés ou est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à cette époque-là? Moi, je crois qu'il y a quelque chose de particulier. Il y a un fait du hasard, comme l'équipe nationale de Belgique sur les 10 dernières années. Il y a un truc qui fait qu'on a un putain de coup de bol. Et qu'il y a eu... Les étoiles se sont alignées, les planètes se sont alignées, boum, on a enchaîné. Et la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour en faire une école et un établissement, ou est-ce qu'on est voué à avoir une hype, et puis après ça descend, et puis peut-être ça reprendra, ou peut-être la lumière passera ailleurs. Je pense que là, il y a 2 éléments importants. Un élément, c'est l'état d'esprit dans lequel les nouveaux arrivent. Et là, il y avait, je crois qu'il y a quelque chose de fondamentalement différent par rapport à avant. À l'époque, moi je me rappelle, donc avant 2015, donc vraiment quand ils faisaient leur classe, disons toute l'école Black Syndicat, donc Caballero, Jean Jass, etc. Moi je me rappelle très bien, c'était des vidéos de freestyle tournées à l'ULB, d'Azili Kakma, qu'on se faisait tourner, où on disait « Ah putain, lui il est plus fort que lui, wow, t'as vu le dernier freestyle de Seven, il claque !» Et on mettait tous nos billets sur la Smala, Seven, tout ça. Avec les freestyles, les corbeaux et tout, c'était incroyable. Exactement. Et la cigarette fumante qui a fait... Donc il y a eu un peu ce truc roots, quoi, tu vois, on fait nos classes et on développe, et à un moment donné ça a pris. Il y a aussi l'organisation autour, parce qu'il y a eu Back in the Days qui est venu pour un peu organiser tout ça et qui ont aidé quand ils ont fait leur à notre tour, où ils ont ramené l'homme pâle qui était pas... Enfin, donc on observe tout ça, mais c'était très artisanal. Maintenant, et il y a une très bonne interview de Swing chez Click qui en parle, ceux qui arrivent maintenant dans le game, ils sont pas comme ça. Ceux qui arrivent maintenant dans le game, ils ont vu que leur grand frère a tapé 60 millions de vues sur Bruxelles Arrive, tu vois. Donc ils n'arrivent pas en mode, nous on va faire nos petites vidéos dans notre coin et on va les faire tourner et puis ça va être marrant, etc. Eux, ils viennent avec d'autres aspirations. Et des aspirations en termes de chiffres, aussi en termes d'investissement, revenus et tout. Et c'est là où, quand je reparle de la pression, c'est plus le même game pour les nouvelles générations. Et pareil, je crois que c'est pas un hasard. Je pense que tous, Lord Gasmic, Aiko et tout ça, Gecko, ils font tous face à un environnement qui est complètement différent de ce à quoi Lord du commun a fait face, Romeo Elvis, enfin, tous ces gars-là, quoi, tu vois. Nous, on voyait kicker, à l'ULB, tu traînais et tu voyais Romeo Elvis qui était avec Lord du commun à faire un freestyle. Tu verras pas Aiko avec Green Montana, rue Neuve, faire un freestyle. Et du coup, tu trouves que c'est plus propice au fait de réussir, de ne pas devoir passer par ces étapes-là ou pas? Je pense que c'est plus facile de se développer dans un environnement où tu as moins de pression et où tu as moins cet encadrement forcé. En fait, ça devient en fonction de l'encadrement et c'est pour ça que ça revient à l'écosystème. Mais ça devient plus risqué. En tout cas, on ne peut pas avoir une réplique de la génération précédente parce que la génération précédente n'a pas suivi le même chemin. C'est surtout ça que je veux dire. Et au final, il y a eu des coups de bol. Damso, Booba, c'est un coup de bol parce que Booba tape Shai, ça ne marche pas, tu vois. Donc, il y a des coups de bol. Il y a des trucs qui ont marché et qui n'ont pas marché qu'on ne peut pas spécialement reproduire. Mais cette différence de pression, elle est là. Et le deuxième élément, et je trouvais ça intéressant quand tu faisais le parallèle, moi, à un moment donné, je me suis dit, il y a 2 ans, quand je les ai vus à Couleur Café, je me suis dit, OK, maintenant, la génération suivante, c'est les Suisses. C'est les Extreme Boys, c'est Makala, Slimka, Dime. Ces gars ont tout le talent du monde. Ils ont tout pour tout péter. C'est incroyable ce qu'ils développent sur scène, etc. Et ils ont tous les talents qu'il faut. Et moi, j'ai l'impression qu'eux ont dit non, on va pas faire ça. Quand tu regardes le dernier album de Makala, il en a rien à foutre de péter. Il est resté dans son délire. Il a fait son monde à lui, avec Varnish, la piscine et tout. Et eux, c'est limite, ils ont décidé on va pas être les nouveaux Bruxellois, quoi. On va faire notre truc et c'est pas grave si on tape pas le million. Makala, il a un talent pur incroyable, un charisme incroyable, il tape pas le million. Mais je crois qu'il est bien dans son délire, tu vois. Donc je crois qu'il y a un peu eu ces 2 éléments-là, le moment où, si ça doit rester sur la Belgique, je sais pas si les nouvelles générations vont gérer la chose comme l'ancienne. Et j'ai l'impression que d'autres ont dit non merci, ce sera pas pour nous la suite. Nous, on préfère notre délire dans notre coin. Mais voilà, c'est mon intuition dans ce truc-là. Et parfois, je me pose aussi la question concernant les artistes qui arrivent aujourd'hui. Ils ont tous les codes de l'industrie, ce qui n'était pas le cas avant, tu vois, avec, tu parlais de Kaba, Gigi, même Damso, etc. Parce qu'il n'y avait pas de code. Voilà, exactement. Et qu'aujourd'hui, le fait de codifier leur musique, en pensant que ça va être un succès absolu, c'est le contraire qui se passe, parce que peut-être qu'on perd une certaine sincérité ou peut-être une certaine confiance au coup de bol dont tu parles. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'à partir du moment effectivement où le succès, on a l'impression qu'il est plus à portée de main, entre guillemets, mais peut-être qu'on se construit effectivement différemment et peut-être que c'est un environnement qui est peut-être moins propice pour avoir une explosion soudaine comme
comme ça a été le cas. Mais moi, je pense pas que Kaba et Gigi, c'est une explosion soudaine. Ils ont passé 5 ans à faire des freestyles et l'album Le Pont de la Reine. Non, et je Goldman, dis pas que c'est une explosion soudaine de différents artistes. Je dis que c'est une explosion soudaine d'une vraie hype. La sauce prend. Voilà. Mais par contre, et je vais encore faire le parallèle avec le foot parce que je trouve que c'est intéressant. On a eu la Belgique, en tout cas depuis que je suis né et qu'on est né ici, on avait en gros une équipe de merde. Et puis on a eu une génération dorée de dingue qui est un peu en fin de cycle maintenant, mais qui continue de l'être. Moi, je pense sincèrement pas que dans 10 ans, on aurait une équipe aussi pourrie qu'avant cette hype-là. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui s'est développé et il y a vraiment une sorte de modèle de succès qui a été implémenté qui fait qu'on ne va pas avoir une génération aussi pourrie qu'avant. Par contre, il serait très étonnant, et là on peut même le voir parce qu'on suit les équipes de jeunes, etc., qu'on ait une génération qui soit aussi forte que celle de maintenant. Mais d'où, parce que la question c'est sur la hype. Ouais, ok. Tu vois, il y a une vague. Toi, ce que tu dis, et en fait ça je signe complètement d'accord, c'est pas une vague. Parce qu'une vague, ça sous-entend qu'après on revienne au niveau zéro de la mer. Mhm. Il y a un nivellement, il y a une élévation qui est faite, mais je crois que Le pic, ouais. de cette première époque est passé. Ça, je pense, enfin, il est passé. On est encore en plein dedans, mais il va passer. Moi, je suis pas persuadé que le pic soit tellement passé. Damso, il va encore sortir des sons, et ça reste quand même, de mon point de vue, vraiment le porte-étendard du rap belge, même si il y en a d'autres qui font énormément de vues, des Roméo et Kaba Jean Jass. Je pense qu'effectivement, on est à la fin du pic. Après, ça rejoint l'épisode précédent, c'est-à-dire que, tu sais, vieillir dans le rap, c'est difficile. Donc, on peut considérer quand même que le gros des probabilités, c'est que le gros de leur parcours soit derrière eux, quoi, tu vois. Ouais, Ils finiront pas tous ceux qui étaient sur cette scène au Bloody en 2015 seront encore là dans 10 ans. Ouais, ils ont entre 25 et 30 ans, là, à mon avis, les rappeurs belges. Je crois que Dekaba, il doit avoir 30 ans. Plus, ouais. Et Damso, il a quoi? Il a 27? Ouais, 26, 27, ouais. Ouais. Mais je pense que moi, ce qui m'intrigue le plus et qui parfois qui m'attriste quand je vois la proposition des nouveaux artistes belges, on a cité pas mal, etc., c'est le fait de se dire, c'est original, c'est super fort. Et c'est pour ça que je dis j'attends vraiment le Messi, quoi, qui va encore défoncer cette porte. Mais pourquoi ça te rend triste? Parce que je trouve qu'ils atteignent un plafond de verre et que en termes de vues, en termes de popularité, Tu dis, on parle de s'ils Kobo, étaient par parisiens, ils auraient plus pété. je pense, ouais. Par exemple, quelqu'un comme Kobo, Tausen qui est peut-être dans une autre direction, Aiko, Giko, on en a parlé Green. aussi, les alchimistes aussi. C'est quand même des figures qui sont marquantes de mon point de vue, en disant en termes d'artistes. Voilà, c'est pas un cliché d'un artiste que j'aurais déjà vu. C'est quelque chose qui m'a marqué et que je me dis, mais quand est-ce que la porte va s'ouvrir de nouveau, Mais, ouais. et qu'on continue de faire fleurir, non pas le talent on l'a, les sons on les a, mais que ça rencontre un public et qui mange, qui graille Mais avec leur musique. il y a quand même, je trouve, un truc il faut pas comparer Bruxelles à Paris. Je pense que c'est pas possible, rien que par le fait qu'ils ont 10 fois plus d'habitants qu'à Bruxelles. Et je trouve du coup que il y a un truc qui, presque scientifiquement, il faudrait faire une sorte de nombre d'artistes qui pètent par habitant, quoi. Et là, Oui, mais je pourrais te dire que l'équipe nationale de Belgique, elle peut péter l'équipe nationale de France. Il y a moins d'habitants en Belgique qu'en France. tout à fait. Et c'est pour ça que ça en fait une génération tout à fait exceptionnelle. Bon, on a perdu, donc on n'a pas le seum à l'aise. Mais S'ils jouaient comme des vrais joueurs. Mais c'est normal. Je veux dire, c'est normal que la France ait a priori beaucoup plus en absolu de talent que la Belgique parce que voilà, et d'autant plus que c'est un environnement qui a été créé en France et qui est très centralisé sur Paris notamment. Mais je pense pas qu'il faille, entre guillemets, dans les critères, comparer en absolu Paris à Bruxelles, par exemple. Non, je compare pas, hein. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes originaux qui peuvent trouver un public, tu vois. Et le fait que beaucoup de rappeurs belges, par exemple, en 2015, disaient, mais en vrai de vrai, c'est pas la Belgique qui nous a fait péter.
Tu vois, il y a eu un retour d'expérience où les Belges, ok, il y a eu Bruxelles-Ville, Bruxelles arrive, ok, notre ville a été valorisée par. C'est stylé d'être belge, tu vois, à un moment donné, c'est stylé d'être bruxellois, etc. Mais que finalement, c'est un autre public extérieur à la Belgique qui a validé, entre guillemets, et qui a permis à ces artistes d'être prophètes en leur propre pays. Ce qui serait fort, c'est qu'un rappeur français perce à travers la Belgique. Lampal. C'est très lourd, ça. Lampal, il a fait son pèlerinage chez nous. Hein. C'est chez nous qu'il a commencé. Ouais, mais c'est quand même avec DJ Lo et tout qui est quand même en. Ouais, mais après ça, c'est lui qui vient faire un autre tour en Belgique. Mais est-ce que. Mais je suis d'accord. C'était pour titiller. Je suis d'accord avec toi. Je pense que ça aussi, ce sera un indicateur, c'est-à-dire que quand on observe l'écosystème bruxellois ou belge, c'est aussi important de voir si cet écosystème se focalise sur la Belgique et en fait ce qu'on reprocherait un peu à Paris, ou est-ce que à partir du moment où il y a l'infrastructure, on s'en fout en fait d'où tu viens. Et je crois que pour le moment, les seuls que j'ai vus, c'est 47 Terres, je crois qu'ils sont chez Back in the Days. Et c'est vrai que, tu vois, à partir du moment où tu es un bon manager, que tu sois à Bruxelles ou à Paris, tu devrais aussi réorienter vers tout le monde. Et ça, je ne sais pas si ce sera le cas ou pas. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Est-ce qu'il y a des choses à ajouter? J'ai un autre élément à dire parce que là, je trouve qu'on se met vraiment comme si on était sur un état de compétition où il n'y avait aucun vrai avantage à être belge. On a juste eu de la chance qu'il y ait des talents qui soient sortis. Mais quand je réfléchis à c'est quoi la vraie force de la Belgique, pour moi, la vraie force de la Belgique, c'est les festivals. C'est ça, parce qu'on parlait du public, mais la vraie demande de ouf en Belgique, c'est le public live. On a des festivals de malades mentaux. Et vraiment, je crois qu'il faut leur donner de la force parce que ces festivals ont très tôt. En fait, ils sont prêts à tout prendre. Tu peux avoir la proposition que tu veux, ils ne sont pas sélectifs. Et tu peux, à Dour, tu vois qui tu veux. N'importe qui est là. Et la demande du public est incroyable. Et je trouve que ça, c'est vraiment un avantage de ouf pour un artiste qui se développe, de commencer à être très tôt en contact avec un public énorme en live pour comprendre où il doit aller. Je trouve que c'est quelque chose de très fort. Il y avait une interview de Féfé, on reparle de Féfé, quand il était passé sur La Sauce, où on lui demandait à l'époque du Science Pack Crew, c'est quoi ton meilleur festival de toute ton expérience? Sans hésiter, il dit Dour. Tu vois, les gars, ils ont tourné, c'était le plus gros groupe live des années 2000, pour moi, mais je crois qu'on peut en faire... Non, pour toi. Dites-moi un autre groupe et on parle. Mais, et qui pointe du doigt Dour sans hésiter en disant ça, ce qui se passe là, c'est incroyable. Je crois que ça, il faut en être fier. Et je crois que c'est un terreau tellement fertile pour se développer en tant qu'acteur. Quand tu as des festivals... Tu vois, je parle pas de... parce qu'avoir des festivals, des gros festivals qui coupent la porte aux petits, il y en a partout. Tu vois, et on en a aussi en Belgique avec des gros festivals où il n'y a que des grosses têtes d'affiche. En particulier chez les Flamands. Mais honnêtement, Dour, Couleur Café, etc., ils donnent très tôt leur chance aux jeunes. Ouais, et je pense qu'un exemple qui, en termes absolus, n'a pas fait des chiffres incroyables, c'est La Smala, par exemple, qui a été un des groupes belges bruxellois des années 2000. Et ils ont fait Dour, et ils avaient un énorme public à Dour, ce que je trouve exceptionnel. Et ça, on pourrait peut-être y voir un avantage d'être belge par rapport à un Français qui, avec des chiffres similaires à La Smala, n'aurait probablement pas fait une grosse scène comme ça. Et je pense que ça, c'est tu vois, pour rejoindre un peu ce que tu disais en termes de c'est quoi l'avantage comparatif, sur quoi on doit se baser. Peut-être que si tu as un discours de quartier, tu vois, t'es trop désavantagé. Je crois qu'en tout cas, un truc que la scène belge peut et doit développer, c'est sa présence live. À fond. Et d'ailleurs, je crois que Romeo Elvis, il s'en cache pas, tu vois. Romeo Elvis, il dit honnêtement, je suis peut-être pas le meilleur en texte, je suis peut-être pas le meilleur dans tout ça, mais en live, je pète tout le monde, tu vois. Et honnêtement, les lives de Romeo Elvis, ils sont incroyables. Donc je crois que ça, pour la dimension belge, je dirais pas... Bon, maintenant, il y a le coronavirus, donc ça fout la merde, mais la hype belge en tant que talent peut être en déclin, mais l'écosystème live belge, bruxellois, tout ce qu'on veut, reste quelque chose d'exceptionnel dans le paysage. Et je crois que... Moi, je me sentirais mal de faire cet épisode sur le rap belge. Je t'en parlais, ne serait-ce qu'un petit peu du rap néerlandophone, et en fait qui est souvent anglophone. Je veux dire du rap flamand, mais donc de la partie en Flandre, mais qui rappe souvent en anglais. Et par exemple, Dutch Norris, je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'est un gars qui était à Dour et que j'ai été voir, et sur scène, c'était un truc de dingue. Et il y a aussi Darrell Cole, je trouve, qui est très talentueux. Je pense,
je connais peut-être pas assez bien que pour dire si ça va péter ou pas, mais je trouve que c'est vraiment des gars vachement talentueux et qui, finalement, alors qu'on est en si petits pays, qui s'attaquent à des sphères de rap qui sont complètement différentes, qui sont dans d'autres langues et qui, a priori, plaisent à d'autres publics. Et je pense que c'est vraiment des gens qui méritent de la force aussi. Mais ça, je crois que c'est vraiment la question fondamentale du paradoxe belge. C'est-à-dire que, et je suis d'accord avec toi, je rajouterais Woody Smalls aussi dans cette liste. Tout à fait. Il y a une espèce de paradoxe parce que ces gens-là sont talentueux, mais on dirait pas qu'on n'est pas du même pays. Il y a eu des tentatives, il y avait Niveau 4 qui essayait de faire des choses ensemble, mais... Et Zwan Gurugai aussi. Ouais, qui est peut-être l'exception de ce que je vais dire Et maintenant. qui est bruxellois. Exactement. Que je ne sais pas dans quelle mesure on peut mélanger ces deux publics. Je ne pense pas que la demande pour le rap flamand ou le rap anglophone de Flandre est la même que pour le rap français. Et je ne pense pas, par exemple, que ces gars-là pèteraient en France. Non plus. Donc c'est pas le même... C'est pas les mêmes targets, quoi. Bah ouais, déjà rien que la langue, quoi, ça change tout. Je pense que c'est un frein énorme. Et il y avait une artiste qui est très intéressante, qui est Lou Sandy Yakuza. Elle avait commencé en anglais. Et donc, quand elle a signé, etc., j'ai toujours pensé, je me suis dit, mais en fait, quand tu chantes en anglais ou dans une autre langue qui est le français, tu es dans une autre dynamique. Ça n'a rien à voir, même pour percer, ça n'a rien à voir. Parce que tu vas rencontrer un autre public demandeur de ce genre de son, etc. Et là, maintenant, elle est venue chanter en français. Et on voit qu'elle a commencé à péter. Et je lui souhaite tout le succès du monde. Est-ce que Riles va commencer à chanter en français en France, tu vois? Parce que lui, il a fait le pari d'essayer de percer. Mais lui, je crois qu'il avait déjà derrière la tête le fait de ne pas se limiter à la France. Mais il l'a fait en anglais. Je pense pas que ça ait eu un succès incroyable en France particulièrement, ou en tout cas dans l'univers rap. Mais par contre, il a eu un succès, en tout cas en termes de chiffres, il a eu un gros succès dans le monde entier. Est-ce qu'il essayerait de s'attaquer à un public en chanson en français, quoi? Et en high belge, on oublie aussi le développement des médias, que je trouve en Belgique qui a été très intéressant, avec Tarmac, Check, nous aussi, qui ont des visions, encore une fois, complètement, des angles différents sur le rap. Complémentaires. Et qui sont complémentaires, et qu'on a ramené peut-être aussi, quand je dis on, c'est tous les médias réunis, une certaine fraîcheur dans le patrimoine du rap, tu vois. Tarmac font quelque chose... je trouve que Tarmac ont imposé aussi, ce qui est intéressant, ce côté où face caméra, pour expliquer un truc en lien avec le rap ou non, et qui est en train de se développer un peu partout. Check qui ont été vraiment dans le côté très divertissement assumé. Et Check, ils ont aussi ramené un peu ce qu'on disait pour les artistes, mais maintenant ils ramènent des personnages français de Paris vers Bruxelles pour les aider. Donc c'est aussi. Et ça c'est très intéressant. Ouais. Et je pense qu'on peut associer ça, par exemple, à ce dont on parlait en termes d'environnement qui a peut-être changé. Est-ce que ces médias auraient survécu sans la hype belge qu'il y a eu, ou est-ce que la hype belge aurait eu lieu sans ces médias ou quoi? On ne sait pas, mais je pense justement que là, il y a tout un truc qui s'est développé et qui, a priori, va aider la promotion d'artistes belges. Et je suis persuadé que ces médias ne se seraient pas développés comme ils l'ont fait sans la force qu'ont donné les réussites belges dans le rap. C'est certain, ça. Ouais. Ok. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, les gars? On peut peut-être passer au punch. Avec plaisir. Alors, les punchs aujourd'hui, les punchs sur le rap belge, qu'avez-vous? Alors, moi j'ai une punch de Chrissy, qui est d'ailleurs un des acteurs du rap belge que j'aime beaucoup, autant dans ce qu'il fait en termes de rap que dans ce qu'il fait dans tout ce qu'il y a autour. Et donc, il dit « Je reste le même, je roule avec les mêmes gars. Si tu m'aimes, babe, appelle-moi quand je t'appelle pas. » Aïe, aïe, aïe. T'es complètement... C'est un romantique. Ah bon? Moi, j'avais... parce que j'étais me remater BX Vibes, un peu dans le respect des anciens, parce que c'était vraiment des premières initiatives de... Essayons de pouler ensemble les talents bruxellois. Et dans l'outro, Scylla disait « Tu viens de te prendre une bonne drache de chez nous, 10 averses de plomb de suite. Le temps que t'écoutes, t'as pas senti le ciel s'assombrir. Le tonnerre a son prix, ceci n'est que le prélude. » Et moi, je finirais, j'ai pas de punchline, mais je dirais juste Bruxelles Vie. Je
pense que c'est un Tout à titre qui a fait. été très important et qui dit pas mal de choses sur ce qui nous est arrivé. Et Mais on a eu la Trinité, BX Vibes, Bruxelles Vie, Bruxelles Bruxelles arrive. arrive. La bonne Trinité qui a mis Bruxelles sur la carte. Alléluia. Alléluia. Merci beaucoup. En tout cas, n'hésitez pas à commenter si vous êtes d'accord ou pas d'accord. On échange ensemble et on se retrouve pour un prochain Le Monde de Mani. Au revoir les gars. Bye bye. Y'a pas de racisme dans la vente de drogue.